Bonjour à tous et bienvenue à vous tous qui êtes présents ou qui êtes à distance pour notre dernière soirée XMP Entrepreneur de cette année 2024. Je suis Frédéric Rupli, président de XMP Entrepreneur depuis 5 ans et demi et jusqu'à ce soir seulement, j'ai eu la joie de transmettre le flambeau à partir de maintenant à un successeur qui fera beaucoup mieux que ce que nous avons fait à partir de 2025. Néanmoins, c'est moi qui vous accueille. Bienvenue. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir à cette soirée. C'est notre 6e et dernière soirée de l'année 2024. Je vais rapidement passer la parole aux intervenants pour qu'ils puissent être présentés. Néanmoins, qu'y a-t-il ? Non, ok. Néanmoins, je profite toujours de ces occasions pour vous donner 2-3 mots au sujet de notre association. XMP Entrepreneur, association qui est une émanation de l'association alumni de l'X, des mines et des ponts, a vocation à organiser un certain nombre d'événements autour de l'entrepreneuriat. Et nous sommes organisés en 3 clubs. Un club à destination des repreneurs, un club à destination des créateurs et un club à destination des chefs d'entreprise déjà en poste qui ont besoin d'être accompagnés sur des thématiques diverses. Et c'est lui qui nous réunit ce soir. Dans chacun de ces clubs, nous essayons de décliner 4 propositions de services à destination de notre population à travers les 4 actions suivantes. La première action, c'est d'être accueilli. Nous accueillons tout candidat, membre de notre association, quel qu'il soit, quand il a un désir d'entrepreneuriat, qu'il veuille créer, qu'il veuille reprendre ou qu'il ait besoin d'être accompagné. L'accueil, c'est en général une soirée, une réunion par mois où chacun de ces clubs se réunit pour accueillir les nouveaux entrants. C'est la première fonction, accueillir. La deuxième fonction, c'est rayonner. Rayonner à travers de belles soirées comme celle que nous allons vivre ce soir. Nous invitons des témoins sur un thème spécifique et nous essayons de faire avancer le schmilblick, de partager de la connaissance et de développer à l'issue de nos soirées un petit pot, alors désolé pour ceux qui sont à distance, mais qui permet une rencontre plus individuelle et un suivi dans le temps de ceux qui se sont rencontrés. Ça, c'est accueillir. Notre troisième temps d'action, c'est se former. Nous essayons, dans chacune de nos thématiques, d'offrir chaque année des formations. Nous avons une formation à la reprise, une formation à la création, et à l'intérieur de cette formation à la création, on a quelques briques de formation à la gestion d'entreprise qui sont autant utiles pour le troisième club, le club accompagnement. Troisième action, former. Et notre quatrième action, c'est accompagner. C'est de ne pas laisser nos entrepreneurs qui sont passés entre nos mains tout seuls et de les accompagner dans le temps. Et c'est vraiment pour ça que nous avons un club accompagnement. C'est celui qui œuvre ce soir, mais nous essayons de faire que tous ceux qui œuvrent sur la reprise ou sur la création puissent être accompagnés ensuite. Voilà, accueillir, rayonner, se former, accompagner. C'est ça notre mission. Nous le faisons au service de tous nos membres et par affinité, tous ceux qui frappent à la porte de XMP Entrepreneurs, qui ne sont pas nécessairement tous des alumni de nos écoles X, Mines ou Pont. Nous essayons de regarder assez large. Ce soir, une soirée spéciale face à une évolution assez majeure de la gestion des entreprises. Et on n'en a pas conscience tant que ça ne nous tombe pas dessus. Et justement, les organisateurs ont voulu qu'on devance un petit peu l'appel et qu'on s'intéresse à ce sujet, car une révolution va venir, c'est que les entreprises ne vont plus seulement rendre des comptes sur leur gestion financière, mais aussi sur leur gestion extra-financière. De quoi parle-t-on ? On parle sans doute de green, on parle sans doute de ESG, on parle sans doute de toutes ces choses-là, mais dont la finalité, c'est quand même de rendre la planète plus belle qu'elle ne l'est, plus belle que nous ne l'avons reçue, pour la transmettre à nos enfants. Donc c'est juste pas la moitié d'un demi-sujet, c'est un sujet important. J'ai grand plaisir à passer la parole à Kaline Jacono, en tant qu'animatrice de XMP Entrepreneur. C'est elle qui va nous introduire à la soirée et aux intervenants qu'elle a invités pour débattre de ce thème. Merci Kaline, c'est à toi. Merci Frédéric. J'ai envie de dire que l'introduction est déjà faite en fait, que je pourrais m'arrêter là. Mais je vais déjà saluer l'audience à la fois physique et virtuelle, et puis ainsi que nos 2 intervenants que je vais présenter, sachant que nous sommes aujourd'hui rassemblés pour discuter en effet des impacts sur les PME et start-up de la nouvelle réglementation européenne en matière de développement durable. Juste un point, il s'agit d'en discuter pragmatiquement. Et c'est pour ça qu'il était important d'avoir votre expérience en tant que professionnel et au contact des entreprises, soit en tant que financeur, soit en tant que directement consultante. Ce qui me permet tout de suite donc de vous introduire Carole Davies-Filler. Je le prononce bien? Ça va? Bon. Vous avez fait votre carrière chez Accenture. Vous êtes devenue directrice exécutive développement durable et technique en Europe.
Depuis septembre, vous avez fondé et dirigé le cabinet Archery Sustainability. Vous êtes impliqué par passion aussi dans de nombreuses associations environnementales et vous portez comme conviction que l'adaptation en fait au changement environnemental se fera de manière à la fois agile et surtout personnalisée pour les entreprises. Thierry Van de Waal, d'accord, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal avec certains prénoms, mais vous êtes fondateur et dirigeant de Win Capital, qui est un fonds de capital venture early stage, c'est ça, de 150 millions à peu près. 150. Vous êtes entrepreneur avant tout dans l'âme, puisque vous avez, alors vous me corrigez hein, parce que j'ai lu ça, mais vous avez construit ou participé à la construction de sociétés dont la réussite les a amenés à être acquises par des grands groupes comme Publicis ou L'Oréal. Vous avez, et même si vous avez commencé votre carrière dans le digital, aujourd'hui, votre fonds d'investissement est plutôt multisectoriel, avec en revanche un leitmotiv et un point particulier qui est celui d'être un fonds à impact. Absolument. D'accord. Juste tout bon. Non, mais c'était important de m'assurer de. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire de l'audience ici présente, j'ai envie de vous dire, des spécialistes juridiques de la réglementation, mais véritablement de montrer en fait les enjeux pratiques et opérationnels qui vont être déclinés par cette nouvelle réglementation qu'on appelle le Green Deal ou Pacte Vert. Peut-être que si on pouvait couper les... C'est bon. Et surtout ces changements qui vont s'opérer en fait sur toute la chaîne de valeur, depuis le financement, et c'est pour là que vous êtes là Thierry, jusqu'à la production et à la signature de contrats. Et j'ai envie de dire le reporting n'étant qu'un des aspects en réalité de ce pacte vert. Pour résumer, en 2019, le pacte vert qui a été signé par l'Union européenne a comme objectif clair de faire atteindre en 2050 à l'Union européenne la neutralité carbone. Pour relever ce défi, en fait, toutes les activités de la société vont être concernées, aussi bien l'agriculture que les transports, l'énergie, l'industrie. Et pour ce faire, en fait, le Green Deal, qui s'est voulu véritablement un ensemble très cohérent, s'appuie sur 3 piliers. Bien sûr, un pilier à proprement parler environnemental de réduction et donc de mesure des émissions de gaz à effet de serre, un pilier social, mais aussi tout un pilier en fait d'instruments financiers et économiques pour aider justement à financer cette transition. Dans ce cadre-là, en fait, les PME vont être impactées sur plusieurs niveaux. Le premier sera sans doute par les changements demandés directement dans leur activité. Le second par l'orientation des flux financiers avec le développement d'une finance durable. Le troisième par l'obligation faite aux PME cotées et de faire état d'un reporting extra-financier et très rapidement, en fait. Et enfin, surtout, le dernier point, c'est par les donneurs d'ordre qui exigeront sans doute une plus grande conformité de leurs partenaires à ce nouveau pacte. Une fois ces points, j'ai envie de dire clarifiés, l'objet est maintenant de véritablement qualifier et expliquer ce que sont ces impacts et de voir en fait avec vous si cette contrainte, parce que c'est comme ça malheureusement que beaucoup la vivent, peut en fait devenir une opportunité pour les PME et les startups dès en fait leur genèse. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, on va essayer de clarifier en fait tout ça, parce que je pense que pour beaucoup, on a l'impression qu'il s'agit en réalité d'un magma administratif, alors qu'en réalité, cela semble peut-être plus simple qu'on ne le pense. Et au risque de manquer de courtoisie, je ne commencerai pas par vous, Carole, mais je commencerai par vous, Thierry, sur l'aspect financement. Et du coup, s'agissant des investisseurs, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu le nouvel écosystème réglementaire qui est en train de se mettre en place, et en particulier d'expliquer, parce que c'est quand même important, cette distinction qu'on peut faire entre investissement durable et investissement à impact, qui est dessiné par le Green Deal. Oui, merci Carole pour la présentation, et merci à... Moi, c'est Kelly. Ça va très bien se passer, mais c'est... Oui, parce que le micro est là. D'accord. Voilà, merci et merci d'être là. N'hésitez pas à interagir aussi quand on va essayer de discuter. Alors, Wind, donc moi je vais parler de ce que je connais, et c'est une petite partie de l'ensemble du monde de la finance qui est très large.
Wind, c'est du venture. Donc, nous, on met des tickets de 1 à 5 millions dans des boîtes early stage, donc dans des technologies disruptives. Donc, globalement, on va financer des choses qui sont pas très, très loin du PowerPoint à la sortie de l'université ou autre, ou d'un centre de recherche, pour essayer de développer des technologies qui vont nous permettre, et c'est là qu'on est impact, on a toute une thématique qui est adaptation au réchauffement climatique. Donc tout notre sujet, c'est de chercher des technologies qui vont nous permettre de nous adapter au réchauffement climatique. En ce sens, on est un fonds impact. Donc c'est une petite partie, le monde de la finance est plus large avec les infrastructures, le PI, etc. Alors oui, tu as raison, aujourd'hui, il y a quand même du fléchage de l'argent par les autorités vers plus d'impact. Comment c'est fait? Déjà, les fonds aujourd'hui doivent tous se déclarer d'un certain article. Il y a 3 possibilités. Article 6, me demandez pas, peut-être tu sais pourquoi il n'y a pas de 7. Mais donc article 6, 8 ou 9. Et chaque fonds doit s'auto-déclarer sur une certaine thématique. Article 6, grosso modo, c'est j'ai pas de sujet impact, j'en ai rien à faire et ça me passe au-delà. Très bien. Mais en étant fonds article 6, ce sera très probablement assez difficile de se financer, puisque les fonds doivent eux-mêmes lever de l'argent. Ça va être difficile. Donc, article 6 ne demandera aucune contrainte à ces investissements, mais en revanche, aura probablement beaucoup de mal à se financer en Europe, que ce soit auprès des banques, des fonds publics, etc. Ensuite, il y a il y a les fonds article 8, qui, je pense, sont l'immense majorité des fonds aujourd'hui. Eux disent je vais demander tout le reporting qui est probablement ce dont on va parler ensuite. Donc c'est pas CSRD pour les fonds, c'est SFDR, c'est un autre type de reporting mais qui est à peu près similaire. Alors expliquez peut-être SFDR, l'acronyme. Alors je connais pas l'acronyme, tu connais? C'est Sustainable Finance Disclosure. Ok. Alors disclosure, voilà, je comprends bien le terme. Voilà. C'est en effet tout un ensemble de règles qui demandent de la transparence aux participations, puisqu'en l'occurrence le fonds est transparent et va répercuter sur ces participations toutes des demandes de transparence qui concernent l'impact, et je pense qu'on y viendra. Et du coup, l'article 8, il n'y a pas vraiment d'engagement sur est-ce que on va faire des investissements durables. Ça va pas être tellement le sujet. En revanche, il y a un engagement à être 100% transparent sur tout. Et donc, c'est l'obligation de reporting complet, mais sans objectif absolu d'aller dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, une fois qu'on a commencé à faire du reporting, par essence, on sent bien que du coup on disclose et donc on voit bien où on va devoir aller. Ça, c'est, je pense, la grande majorité des fonds en Europe. Et puis il y a les fonds article 9. Donc article 9, c'est exactement comme article 8 en termes de SFDR, donc de disclosure. On va devoir faire les mêmes reporting. Simplement, derrière, c'est engageant, c'est-à-dire que ensuite chacune des participations doit avoir un objectif d'investissement durable. Donc son business même doit être durable. Donc voilà les 3 types de fonds. Globalement, l'immense majorité des fonds en Europe se financent en article 8. Donc ça veut dire qu'ils vont quand même imposer à toutes les boîtes dans lesquelles ils investissent. Et donc si vous êtes une PME ou une start-up, vous avez quand même des grandes chances à un moment ou à un autre d'avoir affaire à un fonds d'investissement. Et si ce fonds est article 8, il va vous demander, parce qu'il est obligé de le faire, l'ensemble de ses reportings. S'il est article 6, il ne vous demandera pas, mais il y en a peu en Europe. Et s'il est article 9, comme nous on l'est, non seulement il vous demandera l'ensemble de ces reportings, mais en plus il vous demandera que l'ensemble de ces reportings aboutissent au fait qu'on a un engagement de développement durable. Et donc on est soit aligné avec la taxonomie européenne, par exemple, soit c'est notre cas, qu'on va déterminer des critères ensemble avec nos investisseurs. Voilà un peu les 2 points. Donc de ce point de vue-là, dès lors, l'Union européenne, en tout cas dans sa volonté du Green Deal, a décidé finalement gérer ça par les fonds d'investissement au départ, ce qui est le plus facile, puisque pour irriguer tout le monde, si on oblige les fonds d'investissement à faire quelque chose, eux-mêmes vont quelque part, entre guillemets, faire la police auprès de leur participation, et donc on irrigue assez vite l'ensemble de l'économie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Mais Absolument, si. C'était juste la conclusion pour le fonds à impact.
Cette distinction par rapport à ces 3 articles? Oui, bah, ce que j'ai dit surtout, c'est que le fonds article 9, sa grosse différence, c'est que le fonds article 9, au-delà de faire le reporting, il doit avoir un objectif d'impact. Et ça, c'est une grosse différence par rapport au fonds article 8. Alors l'objectif d'impact, il y a ces notions de intentionnalité, additionnalité, mesurabilité. Ça veut dire que d'abord, on doit mesurer l'intention des dirigeants. Alors vous allez me dire, c'est un peu c'est un peu du subjectif. Ah bon, il faut le faire. Donc l'intention du dirigeant d'un objectif d'impact environnemental ou social, les deux. En l'occurrence, pour nous, on est à 100% impact environnemental. Donc on ne va pas regarder l'impact social. Enfin, on va le regarder comme tout le monde, mais on ne va pas spécifiquement le regarder. Chaque fonds va chercher, et en plus, nous, on n'est que sur l'adaptation, donc c'est encore une sous-partie. Ça, chaque fonds fait son truc. Donc l'intentionnalité, donc on va regarder à chaque fois qu'on investit dans une boîte, est-ce que l'intention du dirigeant va bien dans notre sens, qui est l'adaptation au réchauffement climatique. Ensuite, il y a alors je ne sais plus si c'est l'additionnalité ou la mesurabilité d'abord, peu importe. L'additionnalité, est-ce que le business financé apporte quelque chose en plus par rapport à l'existant? Alors bon, globalement, nous, on investit dans l'innovation de rupture, donc en général, on apporte quelque chose en plus. Mais en tout cas, n'importe quel fonds article 9 devra regarder si le business dans lequel il investit, au-delà de son intention, apporte quelque chose qui est différent et en plus de ce qui existe. Et puis le troisième élément qui est important, et vraiment important, qui est est-ce qu'on peut mesurer tout ça? Et souvent, on est quand même, et c'est toute la difficulté de l'impact, c'est que la comptabilité, c'est des chiffres, et j'ai envie de dire, c'est assez facile. Des plus et des moins, puis on a un EBITDA à la fin. Là, on est sur une matière beaucoup plus molle, et donc beaucoup plus complexe à mesurer. D'où tous les outils, et je pense que tu en parleras après. Mais n'empêche que du coup, il faut qu'on trouve un moyen pour le mesurer, sinon on ne peut pas investir. Donc il va falloir qu'on trouve, pour chacune des participations dans lesquelles on va investir, en l'occurrence pour nous, c'est de 1 à 3 KPI principaux. Et donc on va devoir chercher 1 à 3 KPI principaux qui vont nous permettre d'investir. Là, j'ai répondu à la partie article 9. Sur la partie impact, le mot impact, je pense que le mot impact, il est plus général que ça. Il n'est pas réglementaire, lui. Ce qui est réglementaire, c'est le fonds article 9, par exemple. C'est est-ce qu'on va être proche, s'aligner à la taxonomie européenne. Donc, je pense qu'on parlera peut-être après aussi de la taxonomie européenne et du degré d'alignement qu'on peut avoir. Le mot impact en lui-même, c'est pas quelque chose qui est réglementaire. En revanche, c'est quelque chose qui est important pour les fonds, qui est défini par France Invest, donc qui est le référent un peu pour les fonds d'investissement, et donc qui ont défini que les fonds impact doivent avoir une partie de leur carry. Donc le carry dans un fonds d'investissement, c'est nos bonus quelque part. Hein. Donc nos bonus, c'est en général, les fonds d'investissement fonctionnent tous de la même façon. 20% des plus-values vont à l'équipe d'investissement. Voilà, et c'est le bonus, c'est comme ça que c'est géré. Dans un fonds impact, il y a la moitié de ça qui ne dépend pas de critères financiers, mais qui dépend des critères d'impact. Et ça, c'est donc une pratique de place qui est définie par France Invest, donc c'est pas réglementaire au sens strict, mais enfin c'est une pratique de place. Et donc qui dit, et donc là ça devient de plus en plus concret, c'est-à-dire que si on se définit comme fonds à impact, ça veut dire que 50% des bonus de l'équipe de gestion, et donc a priori répercutés sur les participations, sont liés aux fameux 1 à 3 KPI d'impact qu'on a définis. Ça veut dire que nous, typiquement, on va suivre pour nos participations les critères financiers classiques, etc. Puis on va investir dans une boîte. Si on la vend 2 fois plus cher 3 ans après, il y a une plus-value. Bon, voilà, ça c'est le truc classique. Mais on va aussi définir les KPI qu'on a donnés au début. Quand on a investi, on a donc donné entre 1 et 3 KPI avec un business plan impact. Chaque année, on va suivre où on en est du business plan impact. Et si, quand on vend la boîte à la sortie, on a atteint ou on a dépassé le business plan impact, c'est OK. Si ça ne l'est pas, c'est pas OK. Puis ensuite, on fait une moyenne pondérée. Et tout ça, ça donne un pourcentage de succès, pourcentage d'atteinte de l'objectif impact. Et suivant le pourcentage d'atteinte de l'objectif, le carry est versé ou pas. Et en l'occurrence, pour aller plus loin et pour aller vraiment dans le détail de la façon dont la place définit le truc, les LP, donc nos investisseurs, si les critères financiers sont atteints, dans tous les cas, eux, ils payent
dans tous les cas, ils vont payer le CARID. On voudrait pas qu'ils soient incentivés à ce qu'on n'atteigne pas les critères d'impact. Donc, dans tous les cas, ils le payent. Et si nous, équipe de gestion, on n'a pas atteint les critères, le différentiel est versé à des fondations. Voilà. C'est comme ça que la pratique de place fonctionne. Mais du coup, on est quand même sur quelque chose qui est très concret, c'est-à-dire il y a le réglementaire d'un côté, dont j'ai parlé, et qu'on va probablement évoquer plus, et puis il y a des choses très concrètes qui impactent, alors je dis pas qu'on travaille que pour nos bonus toute la journée, mais enfin, ça impacte en tout cas directement le porte-monnaie des gérants, et donc ça veut dire qu'on va demander aux boîtes qu'on finance de regarder quand même spécifiquement ces impacts. Typiquement, on a signé un deal ce matin, et du coup, dans l'objectif du management de la société, pour leur bonus à eux, bah, on va pas mettre que des critères financiers, mais on va remettre aussi les critères qui nous impactent nous. Voilà. Donc, désolé, c'est un peu long. Pas du tout, au contraire, mais ça permet en tout cas de clarifier le fait que, alors, on va juste laisser en fait, et mais ce qui est vrai, c'est qu'entre les fonds impact, les fonds article 8 et les fonds article 9, le mélange parfois de certains fonds impact qui sont aussi article 9 ou article 8, la réalité est que la majorité aujourd'hui des fonds d'investissement en Europe, quel que soit d'ailleurs qu'ils soient venture ou asset manager en fait. Hein, oui, l'histoire des articles, c'est pour tous les fonds. Hein. Oui, c'est ça. Donc du coup, quelle que soit la taille, on sent bien qu'il y a une finance qui est en train de s'orienter et de vouloir flécher à un moment ces investissements. Sauf que derrière, ça suppose surtout quelque chose de très concret pour les entreprises, c'est comment l'activité va s'adapter à cette nouvelle demande aussi, ou en tout cas va pouvoir à un moment capter ce financement qui est maintenant orienté, et quels sont le type d'informations qu'ils vont pouvoir donner pour rassurer en fait les investisseurs. Et là-dessus, Carole, votre expérience va être essentielle, c'est-à-dire vraiment nous aider à comprendre comment les entreprises, et là on parle de PME et de jeunes startups, vont pouvoir à un moment répondre, mais surtout les PME, s'adapter en fait à cette réglementation et ce qu'elles vont devoir en fait donner et changer face à cette réglementation. Merci beaucoup, Kaline. Je suis très heureuse d'être là. Merci, Frédéric, de cette introduction. Et donc, je vais, avant de répondre directement à la question pour les PME, je vais continuer à dresser le tableau de ce qu'il y a dans le Green Deal. Oui. Au-delà du premier étage de la maison qui est effectivement déjà en place et qui réglemente les investisseurs. Ce qui arrive tout de suite au 1er janvier 2025 sur base de 2024, c'est le deuxième étage de la maison du Green Deal, qui est la CSRD, donc la directive de reporting, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est finalement l'évolution de ce qu'on connaît en France avec la DPEF. Vous connaissez sans doute la DPEF qui concerne les grandes entreprises et qui font c'est la déclaration de performance extra-financière. Donc si vous allez sur le site internet des grands groupes, que ce soit L'Oréal, Renault, Schneider Electric, ils ont déjà des déclarations de performance extra-financière avec des indicateurs très précis, que ça soit sur les sujets climat, atténuation des gaz à effet de serre, adaptation, ou sur des sujets environnementaux au-delà du climat. Par exemple sur l'économie circulaire, la gestion des déchets, de l'eau, j'en passe et des meilleurs, des pollutions, ou sur les sujets, donc là c'est le E, le S, le social, et le G, y compris les droits humains, le respect des droits humains. Donc ça c'est pour les grands groupes. Ce qui est nouveau avec la CSRD, et qui est donc au 1er janvier 2025 sur année 2024, aussi pour les grands groupes un peu plus large en termes de périmètre, c'est qu'en fait, il y a une obligation d'auditabilité. Pour la première fois, tous ces indicateurs extra-financiers vont être audités par le commissaire aux comptes ou des organismes agréés, des OTI. Et ça, c'est révolutionnaire parce que du coup, en fait, il y a une définition bien plus précise de ce sur quoi il faut reporter, de dire, OK, quand on veut reporter son impact carbone, voilà tous les indicateurs. Quand on veut reporter sur la pollution de l'eau et l'impact sur la biodiversité marine, etc., voilà tous les indicateurs avec une définition très précise. Et l'obligation pour les entreprises d'expliquer, de montrer sur quelles données elles se sont basées pour fournir un indicateur et d'avoir cette capacité à être auditées. La deuxième différence qui est introduite,
c'est la notion de double matérialité. Peut-être que ça vaut le coup que j'explore ce sujet-là. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la double matérialité. Matériel, ça veut dire important, hein, on va faire simple. La double matérialité, c'est qu'il s'agit de regarder deux sens. C'est moi, entreprise, à quoi je vais être soumis de l'extérieur, quel est mon risque financier par rapport à, par exemple, l'adaptation au changement climatique. Mon entreprise est à Mayotte, voilà, là peut-être elle n'existe plus. Donc est-ce que je suis capable sur mes différents sites de production, d'opérations, de déterminer quel est mon risque financier, quels sont mes risques financiers liés à l'environnement, liés aux droits humains. Je suis Barry Caillebotte, producteur de chocolat, c'est la saison de Noël. En fait, dans ma chaîne de valeur, j'ai des fermiers. C'est quoi mon risque de droits humains? Comment est-ce que financièrement, j'ai un risque réputationnel et même de contentieux parce que sur ma chaîne de valeur, mes fermiers, ils emploient au Côte d'Ivoire et au Ghana des enfants. Donc voilà, donc ça c'est le risque financier, c'est la matérialité financière. Et dans l'autre sens, qu'est-ce que c'est? C'est comment moi, j'impacte l'environnement, la société. Et quand je parle, donc là c'est la matérialité d'impact, donc si je suis un producteur de lavande et que j'utilise des pesticides, en veux-tu en voilà, peut-être que je vais, ça va être très matériel d'aller regarder la pollution de l'eau. Voilà. Et donc, ce qui est nouveau avec la CSRD, c'est qu'en fait, les entreprises européennes sont incitées à ouvrir le capot des risques et des opportunités dans ces deux sens. C'est-à-dire comment est-ce que moi j'impacte le monde et comment le monde m'impacte, pour le faire très simple. Pour clarifier juste, est-ce que tu peux préciser quelles sont les entreprises qui vont être concernées par la CSRD, la taille des entreprises et leur chiffre d'affaires? Voilà, donc c'est progressif. La CSRD pour le moment, 1er janvier 2025, c'est celles qui sont grosso modo soumises déjà à la DPEF. Donc c'est les entreprises, vraiment les grands groupes de plus de 500 salariés, voilà. Et 1er janvier 2026, là on passe aux ETI, donc plus de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan. Et puis après pour les PME cotées, ça arrive en 1er janvier 2027 sur base 2026. Avec là on descend jusqu'à 900 cas de chiffre d'affaires et plus de 10 salariés. Bon, il s'agit quand même des PME cotées. Néanmoins, et avec la possibilité de demander un décalage de 2 ans. Alors vous me direz, oui, mais les PME qui sont pas cotées, en fait, les PME qui sont pas cotées, et même les ETI avant même le 1er janvier 2026, pourquoi elles sont impactées? Elles sont impactées parce que Thierry a décrit. C'est-à-dire que leurs fonds d'investissement leur demandent déjà de remplir un certain nombre de questionnaires ESG. Et progressivement, vont dire, ouais, en fait, oui, mais dans le secteur, bien, tous les grands groupes là sont en train de se comparer les uns par rapport aux autres, d'adopter des définitions qui sont écrites dans les directives européennes. Donc, pourquoi est-ce que vous, dans le questionnaire machin, vous me répondez avec un autre indicateur ou une autre définition d'indicateur? Donc, en fait, l'idée de l'Europe, c'est de se dire, on base là, on met le premier étage de la maison qui est la finance, le deuxième étage de la fusée de la maison avec ces indications de reporting et qui vont progressivement impacter, oui, les grands groupes, les ETI, etc., mais aussi toute la chaîne de valeur par ricochet. Donc, il y a les investisseurs, il y a les donneurs d'ordre, parce qu'en fait, moi, si je reprends mon exemple de Barry Caillebotte ou de Schneider Electric, qui a mis en place tout un programme avec 53 000 fournisseurs, d'ores et déjà 4 000 de fournisseurs, donc là-dedans, il y a des entreprises de tailles différentes, de faire, voilà, je veux des indicateurs très précis sur l'analyse de cycle de vie, l'impact des produits et services que vous, TI, PME, vous me fournissez, moi Schneider Electric, ou que le fermier en Côte d'Ivoire me fournit comme cacao avec des preuves de oui, j'emploie ou non des enfants. Donc en fait, par ricochet, d'ores et déjà, même si la CSRD stricto sensu s'applique progressivement aux grands groupes 1er janvier 2025, puis aux ETI pour faire simple, puis aux PME cotées, et d'ailleurs ensuite aux entreprises non européennes qui ont des fonctionnements en Europe, en fait, sans même attendre ces obligations de reporting, par ricochet, c'est toute la définition des indicateurs et le périmètre des indicateurs sur lesquels on rapporte
sur lequel on est incité à être beaucoup plus précis, comparable et à ouvrir le capot dans ces deux sens de matérialité. Alors ça, c'est le deuxième étage de la fusée, le reporting, mais il y a d'autres étages de la maison ou de la fusée. Je prends la maison, pardon. Là, CS3D, le devoir de vigilance, le futur du devoir de vigilance. Ça te parle, Thierry? Celui-là, je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu encore. Donc la CS3D, c'est vrai que tout le monde en parle beaucoup, mais d'ores et déjà en France, il y a le reporting, et puis il y a le devoir de vigilance. Ça, c'est déjà actuel. C'est-à-dire le devoir de vigilance. Les grands groupes sont censés devoir être vigilants par rapport aux fournisseurs sur un certain nombre de règles éthiques. C'est le cas, voilà. Donc, en tant que PME, sans doute, vous allez, votre donneur d'ordre, il va dire, ouais, c'est quoi ta politique de cybersécurité? Tu peux me rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de corruption dans la façon dont tu traites les affaires, etc. Donc ça, c'est déjà. En fait, l'Europe, dans le Green Deal, a aussi dit, après le reporting, on va demander aux entreprises une obligation de résultat et passer à la CS3D, donc c'est la Due Diligence Directive, qui est l'évolution plus large que le devoir de vigilance, plus large parce que c'est sur toute la chaîne de valeur, quel que soit rang 1, N, etc., et les partenaires commerciaux. Et là, une entreprise, les grands groupes, ont l'obligation d'avoir un résultat sur l'atténuation de changement climatique, pas seulement pour eux, mais sur toute la chaîne de valeur. Donc, vont encore plus être incités, et ça c'est à partir de 2027, à aller regarder ce qui se passe sur leurs fournisseurs de différentes tailles. Et puis, il y a le dernier pan du Green Deal, qui est l'investissement. Donc, dans InvestEU, il y a 30% des investissements qui sont liés au sujet de transformation durable. Voilà. Et donc, en fait, figurez-vous, peut-être que vous vous dites, ça y est, l'Europe a encore mis une usine à gaz, c'est pas possible. Moi, je suis extrêmement fière de ce paquet très cohérent. On commence par la finance. Ensuite, on demande à tout le monde d'être comparable, halte au greenwashing, parce que maintenant, il y a des définitions précises des indicateurs. On demande de la transparence, de la confiance. On demande à regarder les risques et les opportunités. Ensuite, il y a l'obligation de résultat et tout ça en parallèle avec l'investissement. Alors certes, là, on peut se dire l'investissement, et on va y revenir, il n'est pas tout à fait encore au niveau, mais en tout cas, ça forme un paquet extrêmement cohérent et exigeant dans le bon sens du terme, je trouve. Peut-être qu'avant de... Maintenant, j'ai envie de dire une fois... J'ai envie de demander presque avant s'il y avait des questions sur la clarification qui vient d'être apportée. Sinon, on va passer véritablement comment j'ai envie de dire, au concret de ce changement et de ce que vous voyez dans vos métiers et dans vos pratiques. Mais tu avais une question, Jean. La première, c'est sans que les critères soient très clairs et très définis. Vous avez parlé par exemple d'un business plan à impact. Qu'est-ce que c'est que ce business plan à impact? L'avantage de la comptabilité, c'est que ça a 500 ans et on sait ce que c'est qu'une entreprise qui est rentable. Et si on donne une étude à 15 experts comptables, a priori, on a à peu près la même chose sur chaque entreprise. Est-ce que si on fait faire reporting CSRD par 15 experts différents, on va avoir à peu près la même chose? C'est la première question. Et la deuxième, c'est ce qu'on demande aujourd'hui en Europe aux entreprises. On a vu ce qui s'est passé avec notre posture. Est-ce que ce qu'on va importer, et les produits qui vont être importés tels quels de Chine, des États-Unis ou d'autres, vont devoir respecter les mêmes reporting? Alors, le problème, là, Jean, c'est que tu bouleverses complètement. Mais tout à fait, mais en fait, c'est tout à fait ce qu'on veut aborder. Là, ta première question, on va vraiment la prendre tout de suite, en fait, qui est de voir, en effet, sur les entreprises, si véritablement il va y avoir une espèce d'homogénéité qui va se créer en matière de pratique, et comment, en fait, cette réglementation va changer, j'ai envie de dire, sur le fond, les entreprises, et ne pas être vu juste comme un reporting, mais aussi que ça puisse les conduire à un moment à changer vers le meilleur, et d'un point de vue financier, et puis du point de vue des investisseurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a véritablement des ratios financiers qui vont commencer à prendre et à intégrer en fait ces enjeux, je vais y arriver,
et la manière à un moment dont on parle de flécher des investissements, mais est-ce que c'est déjà dans la pratique une chose qui reste pour l'instant très confinée, j'ai envie de vous dire, à quelques convaincus, comme vous l'êtes, ou est-ce que c'est plutôt, ça commence véritablement à s'élargir? Alors déjà, l'histoire du business plan impact, attention, ça, c'est pas quelque chose qui est réglementaire. Hein, le règlement, il impose beaucoup de choses qui sont heureusement d'ailleurs, en effet, et ça peut-être tu pourras répondre, mais c'est plus normé. Et justement, d'ailleurs, je pense quand même que l'Europe a fait les choses relativement correctement. Et donc, tout ce qui est taxonomie, etc., on y est pas, on est aligné ou on n'est pas aligné. Il y a probablement un peu de nous comme tout, mais même en compta, parfois les chiffres, on leur fait dire des choses un peu différentes. Mais enfin, globalement, c'est assez cadré. L'histoire du business plan impact, ça c'est pas lié au fait qu'on est article 9 ou réglementaire, c'est lié au fait qu'on est fonds à impact. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas un mot réglementaire. Ça c'est lié à nos investisseurs, nos LP, donc les gens qui ont mis l'argent chez nous. Donc il y a, que je l'ai dit, c'est beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a aussi le FEI et donc en l'occurrence InvestEU, qui est une poche de l'Union européenne pour mettre de l'argent là-dedans. Et donc eux se comportent en investisseurs, donc ils ont investi dans notre fonds. Et donc à ce titre, ils nous demandent des choses qui ne sont pas des choses réglementaires. Ça, c'est l'ordre du contractuel privé. On a des investisseurs, ils nous demandent quelque chose. Et là, c'est là qu'il y a une pratique de place. Et en effet, dans la pratique de place, il faut un business plan impact. Et donc, en effet, ça, c'est pas normé. Et c'est quelque chose qu'on voit entre nous et nos investisseurs. Et donc là, oui, je suis assez d'accord. S'il y a 3 business plans, ils auraient probablement 3 choses différentes. Mais en l'occurrence, nous, on va investir dans une boîte et puis on va se dire, en accord avec nos investisseurs, voilà, donc quand même InvestEU, donc il y a un peu d'institutionnel là-dedans. Voilà les 3 ou 4 critères qu'on va regarder, et c'est ces critères qu'on va regarder tous les ans. Mais c'est pas quelque chose qui est réglementaire, ça. C'est quelque chose à part. C'est un peu plus proche du business, peut-être. Voilà. Donc ça pour répondre à la question. Après sur la deuxième. Oui, c'est quelque Sur chose. l'étranger, on verra après. Parce Ouais. que ça, c'est vraiment comme une vision plus déjà. C'est plus général. Oui, et puis déjà voir ce qui va se passer en Europe, en fait. C'est ça, c'est déjà important. Et j'ai vraiment envie de demander, aujourd'hui sur l'ensemble des fonds vautois, pas forcément de ta taille, mais est-ce que tu sens que il va y avoir véritablement une transformation? Est-ce que tu la vois poindre? Ou est-ce que pour l'instant, j'ai envie de dire, on préfère être déjà fonds à impact et puis ce sera suffisant et fonds article après. Et est-ce qu'on attend en gros que comment dire que les fantassins y aillent en premier et ensuite on amène le reste de la grosse cavalerie. C'est un peu sur les boîtes que je vois moi qui sont que des boîtes financées par des fonds, non, ça a quand même un impact parce que à un moment sinon on n'est pas financé. Tout simplement. Donc, les boîtes sont quand même obligées de bouger dans un certain sens. Il y a un moment, l'argent est fléché dans un certain sens. Donc, si on veut pas faire un bilan carbone ou si le bilan carbone il est vraiment pas bon parce que qu'est-ce qui fait qu'une industrie à un moment va chercher à se décarboner versus à utiliser des chaufferies ou les cimentiers utilisent brûlent du gaz toute la journée versus s'électrifier, etc. C'est simplement, aussi que leur fonds et la CSRD, la réglementation leur demande de bouger. Je pense que ça fait bouger les choses. Et là-dessus, j'ai envie de vous demander à vous deux, mais quels sont les secteurs d'activité qui vont être impactés en premier ou qui seront à un moment les plus à même de devoir se transformer rapidement? Est-ce que ça aussi, ça va jouer à un moment est-ce que la réglementation, va jouer sur certains secteurs de manière plus particulière? Alors c'est le cas déjà, il y a des réglementations, je peux prendre l'exemple de l'automobile. Chaque constructeur automobile est soumis en Europe à la norme CAFE, mais il y a des normes équivalentes de WLTP au Brésil, en Inde, partout un peu sur la planète, qui consistent à limiter le gramme de CO2 équivalent à l'utilisation de chaque véhicule. Et en fonction que vous êtes Renault ou que vous êtes Stellantis ou que vous êtes BMW, j'en passe et des meilleurs, votre taux, grammes de CO2 par véhicule, est différent. Parce que c'est calculé sur la base de qu'est-ce que vous avez comme type de véhicule dans votre gamme, et diminue d'année en année. Et donc, en fait, ça fait des années que les constructeurs automobiles regardent très très près, et c'est évidemment avec, en plus, ce qui arrive avec 2035, l'arrêt du thermique annoncé,
évidemment à renouveler leurs produits et à essayer de décarboner. Donc moi j'ai par exemple mis en place, je peux en parler parce que c'est public, la Carbon Management Platform du groupe Renault, qui consiste à dire non seulement on veut regarder le bilan carbone et être capable de reporter, ça c'est classique sur les années passées, mais on veut mois après mois être capable de mettre à jour, comme on le fait pour mois après mois la mise à jour du budget, le landing de fin d'année en termes d'impact carbone, sur la base de calcul de l'analyse de cycle de vie sur tel véhicule, c'est ça, donc c'est tant de grammes de CO2, d'ailleurs tant à l'utilisation qu'à la production, et mes projections de vente qui sont mises à jour, actualisées mois après mois. Et donc comme ça, les équipes, le directeur de la stratégie du groupe Renault qui chapeaute le sujet climat et ESG, a un dashboard où il est capable de regarder, de maîtriser, de piloter son impact carbone. Donc ça, en fait, il y a effectivement des secteurs qui sont plus ou moins réglementés. Je donne un exemple. Enfin, selon les thèmes, hein, on parle du climat, mais il y a aussi d'autres thèmes. Il y a des réglementations qui arrivent. On connaît bien les réglementations qui arrivent qui sont déjà actives sur le plastique, donc qui impactent aussi tout le secteur de l'agroalimentaire. Voilà. Donc le secteur de la défense, par exemple, est beaucoup moins réglementé sur le climat parce qu'on sait bien que là l'enjeu il est plus sur la défense de la démocratie que sur avant tout décarboner. Voilà. Donc c'est très variable en fonction des secteurs d'activité. Et alors du coup sur les PME, la vraie question là qui se pose, c'est pour certaines, beaucoup se sentent quand même démunies. Même si elles vont être impactées, la réalité, et de ce que je comprends, c'est que même si une ETI est impactée, forcément des tout petits fournisseurs vont être impactés. Donc la taille, en fait, des PME qui vont être impactées est bien inférieure, en fait, à ce que la réglementation, après, va exiger en termes de... Mais du coup, sur ces PME-là, quels sont les moyens qu'elles ont à leur disposition, soit pour mieux penser leur stratégie, soit à un moment pour être aidées dans une transition? Quels sont les outils aujourd'hui à leur disposition pour être accompagnées dans cette... Alors, il y a plusieurs outils. Il y a le fait d'avoir des référentiels qui existent et de lesquels on peut s'inspirer. Je suis une PME, moi, mon métier, c'est d'avoir le bon sens, d'être sûr, je connais bien mon business, j'ai pas besoin de 20 000 consultants pour me dire que sur tout le panel des 12 ESRS, donc des 12 normes entre l'environnement, le social et la gouvernance, quels sont les éléments les plus matériels en termes de risque. Déjà, voilà. Donc, je peux simplement aller regarder, ouvrir le capot de ces ESRS, de ces définitions, et me dire, ah bah tiens, ça, évidemment, moi, je suis un chimiste, la pollution, telle pollution, des sols, etc., ça, c'est très matériel pour moi. Donc, je vais aller me raccrocher à la définition. Donc, déjà, il y a quelque chose de bon sens de s'approprier ce qui est public, qui est fourni par la CSRD, et de se dire c'est quoi les 4, 5 KPI qui sont très importants pour moi en termes d'impact. Et puis de s'inspirer aussi de cette notion d'impact, risque et opportunité, et se dire tiens, voilà, mes clients là, ils vont devoir rendre des comptes sur tel et tel sujet, qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer avec ma R&D comme nouveaux produits, comme nouveaux services? Qu'est-ce que je vais pouvoir préparer en anticipation comme données sur l'effort d'éco-conception que je faisais, mais sur lequel je n'apportais pas tant de valeur, ma circularité, les matériaux recyclés, comment est-ce que je peux mettre en avant ce que je fais déjà vis-à-vis de mes clients, etc. Donc, je dirais comment est-ce que la PME peut faire, c'est premièrement s'approprier la CSRD, en appliquant du bon sens et en se dire tiens, comment je peux mieux contrôler mes risques et impacts en utilisant les définitions qui sont publiques, et deuxièmement, comment je peux aller chercher des opportunités. Après, le deuxième volet, c'est les financements. Effectivement, il y a la BPI France, il y a les investissements fléchés, il y a l'ADEME, il y a un certain nombre d'aides qui existent aussi avec, par exemple, si je prends le bilan carbone, on peut être aidé si on utilise la méthodologie qui a été publiée par l'ADEME qui s'appelle Acte pas à pas. Il y a un certain nombre d'aides financières qui sont octroyées aux PME qui utilisent cette méthodologie-là. Donc, deuxième réponse, c'est l'aspect financier. Troisième réponse, c'est l'aspect travail collectif. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité où, en fait, on s'est dit, on va se mettre à plusieurs pour réfléchir et où
les géants. Donc, si je prends par exemple L'Oréal, avec Unilever et avec un certain nombre de géants comme ça, réfléchit au packaging pour réduire l'impact du packaging. Et ben en fait, on peut, en tant que PME, s'inscrire dans ces dynamiques sectorielles d'activité et pour aller là aussi nourrir la réflexion de comment je peux me positionner en termes de produits et services nouveaux dans ce qui se passe sur mon secteur d'activité. Je voudrais mentionner aussi un certain nombre de groupes de réflexion comme la CEC entreprise, la CEC, pardon, vous connaissez la Convention des citoyens pour le climat, vous vous souvenez? Voilà, hein, voilà. Non mais pourquoi tu ris, Kaline? Non, je pense que vas-y, tu peux préciser ce que c'est parce que je veux être sûre que tout le monde partage la. Non mais vous souvenez de la loi climat résilience qui a donné lieu auparavant avec à la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort qui ont représenté toute la France et qui ont émis un certain nombre de recommandations sur les volets, se déplacer, se nourrir, produire, travailler, se loger, etc. pour aider la France à imaginer les solutions pour se décarboner. Et ce qui a donné lieu après, ce qui a été retranscrit en partie dans la loi climat résilience. Eh bien, en fait, il y a Éric Duverger qui a imaginé la Convention des entreprises pour le climat, qui fonctionne pas par mode de tirage au sort, mais qui réunit des entreprises, alors soit par secteur, soit par lieu. Il y a la CEC Grand Est en ce moment, il y a la CEC Industrie, il y a la CEC du Conseil. Et qui réunit des entreprises de toute taille, mais y compris des PME, où les dirigeants veulent bénéficier de l'intelligence collective et vont à un certain nombre d'ateliers avec des experts, avec l'idée qu'à la fin de cette série d'ateliers, ils ont construit leur feuille de route de décarbonation. Et donc, je regardais des exemples. Donc, par exemple, Coriolis Composites, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui produit des robots pour l'aéro pour fournir des pièces composites. En fait, sa dirigeante s'est inscrite dans la CEC entreprise et en fait, ça l'a aidé à se dire comment est-ce que je vais réduire la consommation d'énergie dans mes bâtiments, mais aussi comment est-ce que je peux imaginer des matériaux biosourcés. Voilà. Et toute cette réflexion-là, elle a été nourrie par l'intelligence collective avec non seulement des experts, mais d'autres entreprises qui réfléchissent autour de ces ateliers. Voilà, donc 3 réponses. S'inspirer de la réglementation, les investissements, et troisièmement, jouer collectif avec ces différents cercles qui existent. Alors, moi, j'entends tout ça, mais c'est vrai qu'il y a l'enjeu, c'est aussi à un moment, au final, de faire de l'argent. Et la vraie question, c'est est-ce que tout ça va être à la fin du bilan quelque chose qui va coûter, ou est-ce que véritablement, et ça j'ai envie de dire, bien sûr il y a une part qui est votre croyance et votre conviction, mais aussi à un moment dans votre analyse et dans votre recul professionnel, est-ce que vous voyez véritablement que ça va créer un avantage comparatif? Et j'ai envie de dire, déjà peut-être de la France versus les autres pays en Europe, mais de l'Europe vis-à-vis du reste du monde, parce que c'est aussi à un moment la question de se poser de cette réglementation, est-ce qu'elle ne va pas peser à terme sur les PME européennes de manière plus large par rapport à l'étranger? Ça, c'est aussi, donc c'est vraiment l'idée de cet avantage comparatif qui serait ou non créé par cette réglementation. Oui, c'est pour ça que je reprenais, mais il y a un truc. Ouais, à la limite, il y a un truc qui est sûr déjà, c'est que ça va coûter cher. Il suffit de voir dans une boîte, je saurais pas dire d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens ici qui savent mieux combien coûte à peu près la direction financière. Ça doit être quelques pourcentages de chiffre d'affaires de la boîte. Là, faut voir qu'on est sur quelque chose qui est plus compliqué que la finance, que plus mou. Nous, dans le fond, on dépense plus en reporting extra-financier qu'en reporting financier. Et je pense qu'à terme, forcément, les boîtes, ça devrait coûter plus cher puisque c'est quelque chose qui est plus complexe. Donc, ça donne une idée du coût qui, à mon avis, est très significatif. Donc après, en face de ce coût, ça, il n'y a pas tellement de débat sur le fait que ça coûte cher. Est-ce que ça rapporte beaucoup? On peut vite tomber sur des sujets un peu politiques dans ce cas-là après. Mais typiquement, le carbone, on va taxer quelque part d'une façon ou d'une autre le carbone en Europe. Est-ce qu'il y a une taxe carbone aux frontières? C'est sûr que s'il n'y a pas de taxe carbone aux frontières, j'importe des produits qui sont pas soumis, c'est un problème. Alors l'Union européenne, elle y réfléchit. C'est des trucs qui doivent être mis en place normalement. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas.
Et ça, c'est sur le carbone, mais on peut le mettre sur plein d'autres sujets. Et quand tu investis aujourd'hui dans des sociétés, la réalité, c'est que tu vas choisir le fait que ce soit des sociétés qui va correspondre et qui va répondre à l'impact que tu as choisi. Ouais. Mais est-ce que tu te dis à un moment, en plus, le fait qu'à un moment, ils répondent à une obligation d'impact, je vois bien que ça va avoir un effet différenciant. Est-ce que ça, tu le vois déjà apparaître Non, mais dans les dans une réglementation globale telle qu'elle est, et on est soumis à cette réglementation, respecter la réglementation et aller dans le sens de la réglementation pour une PME, une petite PME chacune, ça a un impact fort, puisque ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, ça va te permettre d'avoir plus de clients parce que les grands groupes vont te demander, ont eux-mêmes une obligation de reporting, ça va te donner accès à des financements parce que les fonds ont accès. Mais la question, elle était plus large. Est-ce que, au global, tout ça a un impact? Ça a un coût, ça c'est sûr. Est-ce que ça a un impact non financier? C'est quand même l'objectif. Green Deal, tout le monde pense à la planète, à nos enfants, etc. Demain, en toute logique, en faisant ça, on a un impact. Mais après, si on veut juste être out of the blue, on peut aussi avoir un impact fait différemment. Moi, c'est souvent quelque chose que je dis. Aujourd'hui, on dit, nous, on va investir dans pas mal de boîtes qui font des panneaux solaires, qui installent des panneaux solaires, etc. Enfin, aujourd'hui, ce qui fait que installer des panneaux solaires, c'est rentable pour tout le monde, c'est parce que les Chinois ont investi des dizaines de milliards d'euros, de dollars ou de renminbi dans réussir à faire des panneaux solaires à peu près 20 fois moins chers qu'on réussissait à les faire il y a 10 ans. Et donc, ceux qui ont vraiment été les artisans d'une révolution technologique pour qu'on puisse avoir de l'énergie solaire, c'est les Chinois. Idem sur les batteries. On parle de la voiture électrique, etc. Enfin, ceux qui permettent que la voiture électrique soit rentable, fonctionne et savent faire des batteries, aujourd'hui, il n'y a que les Chinois qui savent faire des batteries à un coût raisonnable. Parce que ça fait 30 ans que le gouvernement chinois, 30 ans j'exagère, mais au moins 10 ans, que le gouvernement chinois met des dizaines de milliards en disant les batteries, c'est fondamental. C'est une autre façon de faire. Voilà. Après, mais après, on change de sujet. Nous, on réglemente beaucoup, c'est sûr. Oui, mais alors la question, c'est qu'est-ce que vont tirer les PME européennes? C'est ça, en fait. Et je sais que c'est difficile. Enfin, je suis pas en train d'essayer de coincer. C'est oui, mais c'est différent de raisonner pour la boîte, qui elle-même a une réglementation, et puis si on s'insère dans la réglementation, allez, on n'a pas le choix. La réglementation est là. Vous voyez, une question plus politique qui est, est-ce que tout ça, on aurait pu le faire autrement? L'IRA aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, qui est un peu la même chose, faite à l'américaine, donc très différent. Il faudra regarder si dans 10 ans, est-ce que ça aura eu plus d'impact ou moins que notre façon de faire. Mais c'est question plus... Carole. Oui. Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que, effectivement, les États-Unis, la Chine, le monde entier, j'ai cité le Brésil, l'Inde, etc., sont en train de réglementer plus ou moins différemment, ou en tout cas d'avoir des actions très fortes pour faire en sorte, d'être compatible le plus possible avec l'accord de Paris, et 2, de mettre sous contrôle un certain nombre de pollutions, 3, d'être en accord avec les droits humains, etc. Donc c'est pas qu'un mouvement européen. Et effectivement, il y a des régions qui ont plus misé à fond sur les investissements. La Chine, c'est eux qui investissent le plus effectivement sur la transition énergétique et sur les batteries, etc. Les États-Unis, quand bien même, Trump disent on va faire du gaz de schiste à fond les ballons. Les investissements, pareil sur la transition énergétique et sur les batteries, sont là avec Ils sont plus, je pense qu'ils les avaient pas. Et au-delà de ça, au-delà des investissements, même dans ces régions-là, il y a aussi l'aspect reporting. Parce que figurez-vous que la SEC, autant que donc la Security Exchange, le Security Exchange Committee, pardon? Commission, merci. Autant que la bourse de Pékin, de Shenzhen, etc., ont tous émis des guidelines pour reporter sur l'impact carbone. Voilà, donc cette notion de reporting, et puis au niveau global, Emmanuel Faber qui, avec l'IFRS, a travaillé à créer l'ISSB. Alors, il y a des différences par rapport à la CSRD, mais en tout cas, sur l'aspect climat, ça va dans le sens de faire ce reporting et cette transparence climat. Donc, c'est un mouvement global. C'est le sens de l'histoire. Donc, les PME, deuxièmement, un peu, c'est le coût de l'inaction. C'est quoi le coût de l'inaction? Moi, je suis une entreprise, du reste, je change rien.
enfin, le monde change là. Je produis des sacs plastiques pour les supermarchés. Bah, en fait, voilà, ça n'existe plus, le sac plastique dans les... Donc, en fait, il y a des changements, des cliquets. On s'en rend bien compte au fur et à mesure dans notre vie quotidienne aussi, que des choses qu'on fait plus maintenant, qui nous semblent aberrantes. Les sacs plastiques, moi quand, voilà, il y a encore 15 ans, vous faisiez vos courses dans les supermarchés, vous n'y alliez pas avec vos cabas, etc. Maintenant, ça nous paraît aberrant. Il y a des cliquets comme ça, c'est vrai en tant que consommateur, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. C'est le sens de l'histoire et Dieu merci. C'est le sens aussi de la consommation des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà, c'est ça. À un moment, moi je suis PME, est-ce que j'ai envie de dire, bon, bah en fait, je vais continuer à faire mon business as usual parce que je crois que le monde ne change pas. Mais non, en fait, non. Je suis PME, je me rends bien compte qu'à un moment, il faut sortir des énergies fossiles, il faut faire de l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique, il faut aller regarder quel est mon risque d'adaptation site par site, il faut aller se demander sur mes chaînes d'approvisionnement, tiens, je suis Pernod Ricard, je fais de la vodka avec du blé, mais mes rendements en Inde, bah en fait, avec le changement climatique, ils sont plus du tout, et mes coûts de ressources sont plus du tout les mêmes. Donc en fait, le coût de l'inaction est juste colossal. Donc en fait, voilà, c'est juste une question de survie. Là, je parle de l'impact et risque. Au contraire, il y a aussi tout le revers de la médaille très positif à se dire, bah en fait, il y a des marchés à saisir, il y a des choses à inventer. C'est réjouissant de se dire, bah en fait, il faut aller imaginer toutes les matières biosourcées, aller faire fonctionner filière par filière l'économie circulaire. Il y avait Agorus qui témoignait, pour prendre un exemple, qui disait, moi je fais de la rénovation de bâtiments, la filière pour les douches de réparation en fait, voilà, je suis en train de l'inventer. Bah, il y a des choses réjouissantes, quoi. Voilà. Non, mais alors. En tout cas, il y a pas, voilà, c'est le sens de l'histoire et. Voilà. Sur l'aspect réjouissance, moi, j'ai envie de vous dire, je vous suis, mais la question c'est est-ce que l'auditoire suit et est-ce que avant qu'on continue et plutôt qu'on conclue, est-ce qu'il y aurait des questions déjà sur l'ensemble à un moment de. Alors, je vais commencer. Oui, monsieur. Une question assez terre à terre en tant que PME. Est-ce que vous avez des exemples de critères à nous donner auxquels on pourrait être confronté vis-à-vis de grosses boîtes? On en a parlé peut-être du bilan carbone. Ouais. Est-ce qu'il y en a peut-être 3 ou 4 gros comme ça auxquels on doit s'attendre? Je sais qu'il y en a pas mal qui passent par EcoVadis. Ouais. Donc ça reprend déjà pas mal de choses. Ouais. Est-ce que ça regroupe déjà un peu ce à quoi on doit s'attendre? Est-ce qu'il y en a d'autres critères? Schneider Electric, par exemple, il demande l'analyse de cycle de vie de certains produits et services. Donc ça va au-delà de le bilan carbone. Mais effectivement, EcoVadis et bilan carbone, c'est les deux basiques. Et puis après, c'est selon les secteurs industriels. Ouais, ça va dépendre un peu de votre activité, mais l'eau, par exemple, ça peut être un sujet. Si vous êtes un gros consommateur d'eau, ça peut être un sujet de voir est-ce que vous l'économisez, est-ce que vous la recyclez, ou est-ce que juste vous la consommez. Voilà, ça il faut probablement faire des choses parce qu'à un moment ça va se voir. Parce que je prenais mon exemple de Barry Caillebotte, là, les droits humains, le respect des droits humains. Voilà, si on est un producteur de jouets, etc., enfin de vêtements, ça peut être aussi selon les secteurs. Il peut y avoir d'autres critères. La cybersécurité. Si mes clients ils travaillent dans la défense, si mes clients si je travaille pour l'État, la cybersécurité c'est un autre élément à regarder. Donc là, c'est après par filière. Mais c'est pour ça que je disais, vous les connaissez les critères. C'est les critères. Vous sentez que dans votre... Alors je pense est-ce que il y aurait sur le ministère de l'Industrie, ministère de l'Environnement, est-ce qu'il y a des listes qui sont faites de critères par secteur d'activité qui pourraient aider à un moment les PME dans la construction de d'une stratégie environnementale ou d'une réponse à la réglementation? Alors, ce qu'il y a, c'est l'EFRAG, donc l'organisme qui définit tous les ESRS, donc les normes des indicateurs qu'il y a dans la CSRD. Il y en a 1178. D'ailleurs, j'ai pas parlé qu'on n'est pas obligé de reporter sur les 1178 parce que c'est ça qui fait très peur, mais c'est pas du tout le cas. En fait, va émettre la CSRD va évoluer pour émettre aussi des versions spécifiques par secteur.
Je dirais, est-ce qu'il y a, il me vient pas en tête par secteur ce que j'ai. Donc il y aura des guidelines en fait, enfin plutôt des vrais. Ce que j'ai en tête, c'est ce qu'on oublie un peu, c'est qu'il y a eu le SGPE qui existe, le Secrétariat Général à la Planification Écologique, qui a fait un chemin pour la France, un chemin possible pour la France, à la fois de décarbonation, de protection de la biodiversité, des forêts, tout en respectant un certain nombre de faisabilité sociale, y compris avec l'emploi et la formation, etc. Et on peut aller regarder, et a fait des fiches par secteur. Donc on peut aller regarder ça. Ça va avec aussi le Shift Project a fait des fiches par secteur plus sur l'aspect décarbonation, mais il y a quand même un certain nombre de SGPE et à l'ADEME et au Shift Project de fiches sectorielles. Tu as dit critère numéro 1 qu'il y aura à chaque fois, ça va être de toute façon déjà le carbone. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est par celui-là. Ce sera celui qui sera le plus demandé, et puis c'est celui qui, pour l'Europe en plus, est le plus logique, parce qu'au-delà quand on répond toujours à la question de quel est l'intérêt par rapport à l'extérieur, en Europe, on ne produit pas de pétrole. Donc, à la limite, tout ce qu'on décarbone, ce sera au moins ce qu'on produira en France ou en Europe avec des emplois français et autres. Celui-là, il ne va pas disparaître. Ça, c'est sûr. Alors, justement, sur ce sujet-là, vraiment, il y a BPI qui aide beaucoup, oui. Et qui est en train de développer vraiment une cellule d'accompagnement pour les PME, et avec même un système de management GES, en fait, qui a été mis en place par l'association Bilan Carbone, qui est maintenant l'association de transition bas carbone, et qui est devenue leur référence. Et donc, qui aide vraiment et qui accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille, mais plutôt PME, hein, sur cette transition. Mais par secteur, par exemple, le GIFAS, pour tout ce qui est aérodéfense, elle a aussi des recommandations spécifiques. Donc, par secteur, maintenant, il y a plein de groupes qui se montent et qui donnent des repères. Marc? Peut-être une petite question rapide. Alors, on parlait de réglementation, mais est-ce que les PME ont vraiment attendent vraiment la réglementation pour agir quand même? Parce qu'on imagine quand même dans l'économie au quotidien, on est loin quand même de l'attentisme. On est toujours en réflexion sur mon marché, comment je vais survivre dans 1 an, 2 ans. Alors, je sais pas ton expérience, Carole, si quand même les entreprises ont déjà pas déjà anticipé sans attendre la réglementation européenne. Est-ce que mon business model, dans 5 ans, je suis out ou pas? Est-ce que mes appros, dans 5 ans, je vais avoir un problème? Et les secteurs que tu citais, l'automobile, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de sous-traitants en automobile qui ne soient pas déjà au fait des problématiques. Alors, c'est vrai que la CSRD, c'est avant tout une transparence, c'est une pression, c'est aussi une transparence aussi beaucoup, c'est une sorte de reporting. Mais est-ce que les boîtes ne sont pas déjà au fait quand même? Ils sont pas en train de. Et ça, c'est une question. Peut-être que je suis peut-être un peu trop optimiste, mais dans vos expériences, est-ce qu'on est finalement les PME ou même sont en retard et finalement en décalage par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire? Que ce soit les PME, les ETI ou même les grands groupes, moi, ce que je constate, tu me diras ce que vous voyez, c'est une énorme hétérogénéité. Mais énorme. C'est vraiment. Il y a même des grands groupes qui font encore leur bilan carbone 1 fois par an sur Excel, sans le piloter du tout. Mais vraiment, quoi. Ça m'amène à dire d'ailleurs que on parlait de maîtrise de tous les systèmes financiers. Un conseil pour tous les PME, c'est de regarder un outil simple de consolidation des données extra-financières et de reporting. Parce qu'on a mis des dizaines d'années à construire des usines à gaz hyper sophistiquées pour avoir toutes les analyses du budget, du PNL dans tous les sens, voilà. Sur les finances, on est aux petits oignons en termes de données et d'outils. Mais alors là, il paraît que Excel va suffire pour tout ce qui est extra-financier. Ben non, en fait. Dieu merci, en fait, les fournisseurs de logiciels commencent à s'en préoccuper, y compris des startups et licornes maintenant françaises comme Sweep, Greenscope ou autres. Mais donc, oui, les PME, elles ont du bon sens, bien sûr, Marc, tu as raison. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, elles connaissent leurs clients, leurs investisseurs. Après, toutes n'ont pas, parce que elles ont plus ou moins plus ou moins d'historique, plus ou moins de bande passante, plus ou moins de fonctions de corporate. Tout simplement, souvent, ça commence par dire, le sujet de la RSE, je vais le confier à qui dans l'entreprise, d'être chef d'orchestre? Oui, c'est l'affaire de tous. Parce qu'il y a des actions aux achats, il y a des actions à la RSE, il y a de toutes les façons la qualité et le HSE s'en préoccupent, il y a l'aspect RH, etc. Mais ça va être qui est chef d'orchestre? Et parfois, c'est tout simplement, moi, dirigeant de PME,
bah en fait, je ne sais pas trop à qui confier le bébé et s'il y a dans mon entreprise quelqu'un qui est très appétent et qui a commencé à se fermer, même côté, ça peut être justement quelqu'un sur qui s'appuyer et qui peut être un accélérateur. Mais en fait, c'est toujours cette idée de je fonctionne sur le court terme, mais aussi je vais aller penser le moyen terme, le long terme, y compris en ouvrant parfois un peu le capot de mon business model. Et ça, même les grands groupes, ouvrir le capot du business model, c'est pas très confortable, hein. Justement, excusez-moi, j'emboîte le pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des dirigeants d'un grand groupe qui est dans l'extraction pétrolière et dans la transformation, la première transformation, la fabrication des matières plastiques? Continuez. Parce que pour eux, c'est tellement au cœur. On peut leur suggérer de prendre des gobelets en carton quand ils vont à la cafétéria, mais bon, ça va pas transformer leur business model. La question, c'est qu'ils ont des tuyaux d'alimentation de pétrole pour alimenter en continu leurs entreprises. Moi, je sors d'une visite d'un transformateur et fabricant de granulés en polyéthylène, et j'ai pensé à cette soirée en visitant cette entreprise il y a 15 jours, et je me suis dit, mais comment on transforme? Enfin, on l'a mis à la poubelle, l'usine? C'est peut-être ça la réponse. Je pense que dans 250 ans, cette usine sera à la poubelle. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à la voir à la poubelle parce que je vois les milliers de personnes qui travaillent dans ces trucs-là, je vois les millions d'investissements qui ont été faits et je vois le côté encore basique du produit qui est fait. Alors certes, on fait plus des sacs plastiques pour les supermarchés, mais enfin, les plastiques sont quand même encore hyper présents, quoi. Donc je me dis, waouh, à quelle vitesse peuvent-ils se transformer? Moi, je vois bien le patron de PME, au contraire, lui, il est mobile, mais le gros mastodonte qui a des milliers de personnes et des milliards d'investissements, comment fait-il? Mais c'est tout de même ça qu'il y a à faire. Donc Ah, le mastodonte, bah, il va et c'est pour ça, par exemple, que Renault, si je continue l'exemple, a créé le Future is Neutral, enfin a changé même son organisation en créant différentes entreprises pour aller à changer de Flin. À Flin, on construit plus une seule voiture, hein. Alors, sur le pétrolifère, parce que j'étais un peu plus sur le pétrolifère, d'abord, Total fait partie aujourd'hui des énormes investisseurs en matière d'énergie renouvelable, que c'est les premiers à avoir pensé avec Jean Covici, qui est le fondateur de The Shift Project, à avoir pensé le changement de leur business model, d'où Total Energy, enfin voilà. Et donc la réalité, c'est que je pense qu'à un moment, changer, ça veut pas dire à un moment arrêter ou être en rupture totale. Ça veut dire à un moment comment on se transforme. Si on pense au plastique, c'est déjà comment est-ce qu'on fait du recyclable. Et non pas à un moment tu vois, du plastique tout neuf. Non, mais je veux dire, et moi je pense que quand on parle de continent plastique comme il y en a aujourd'hui, la question c'est peut-être qu'il devrait s'interroger sur comment je récupère tout ça et comment j'invente à un moment du business model à partir de ça. Enfin, je veux dire, c'est aussi une question de parfois imaginer, c'est ce qui coûte le plus en fait. Et c'est ça. Et donc je crois que surtout il va falloir inventer des gens souvent on parle de, excusez-moi, c'est pas moi qui intervient, donc je vais m'arrêter là. C'est très juste ce que tu dis, je suis d'accord. C'est qu'en gros, souvent, j'ai vu beaucoup de grands groupes appelés au leadership, appelés à l'innovation, mais au final, ne pas vouloir intrinsèquement changer quoi que ce soit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que ça amène, tout ça, c'est quoi le monde de demain? Et ça demande bizarrement beaucoup plus en fait d'imagination que une fois qu'on connaît le chemin, c'est facile à faire parce qu'ils ont les moyens en réalité. Et puis il va y avoir des changements. C'est sûr que ça va coûter, puis c'est sûr que ça va coûter de l'argent parce que c'est sûr qu'il y aura des infrastructures et des usines qui deviennent obsolètes parce que Exactement. si je fabrique un produit qui est polluant, enfin qui consomme des ressources, qui en plus n'est pas recyclable, qui est polluant. C'est sûr qu'il y a plus ou moins brève échéance, j'ai pas d'avenir. Donc soit je me transforme, soit c'est la vie du capitalisme. Il y a des boîtes qui vont disparaître et puis d'autres qui vont apparaître. Et mon investissement sur lequel je n'ai même pas attendu ma durée de retour sur investissement, et alors justement, parce que là on va... La question de Marc tout à l'heure, ta question Marc, c'était réglementation versus aux États-Unis, ils vont raisonner comme ce que tu disais. Ils vont dire à la limite, c'est le marché qui va faire son truc. Donc celui qui consomme beaucoup de matières premières, etc., les matières premières, on peut imaginer que peut-être leur prix va augmenter. Donc elles marcheront plus versus des nouvelles parce qu'ils investissent massivement dans l'innovation. C'est une vision assez américaine des choses. Là où c'est vrai qu'en le faisant par la réglementation, tu pousses quand même tout le monde à aller dans le même sens. À la place de dire, il y a ceux qui ont compris le sens et puis ceux qui n'ont pas compris, puis ceux qui n'ont pas compris vont disparaître et ceux qui ont compris, ça va marcher. Justement, là-dessus, j'ai envie de dire, il y a encore une question.
Pardon, avant qu'on conclue, oui. J'ai promis au président de tenir le timing. De la limite du capitalisme, où c'est le moins cher qui vend et le plus cher qui vend pas. Comment on va éviter que les mauvais, ceux qui émettent plein de carbone, plein de pollution, tuent les meilleurs qui sont plus chers? Comment on se défend de ça? Ouais, On est au financier, non, non, nous, notre sujet, enfin, moi, si je parle de ce qu'on fait, nous, on cherche des innovations, a priori, qui vont dans le bon sens, des innovations qui nous permettent de nous adapter au réchauffement climatique. Et en effet, une bonne innovation pour nous, c'est quelque chose qui va permettre, par exemple, aujourd'hui, on est dans des mouvements de réindustrialisation, donc de relocalisation des usines. Il va de soi que c'est pas l'usine qu'on a en Chine, on prend la même et on la met en France. Ça marche pas. Là, on est plus cher. Est-ce qu'on va avoir des innovations qui vont permettre d'être proche du prix, ou même moins cher parfois, parce qu'on a bien innové. Et c'est sûr que quand on est beaucoup plus cher, je donne juste un exemple là aujourd'hui, c'est une boîte qu'on a failli financer, et finalement on a reculé parce que c'est vraiment beaucoup plus cher. Vous prenez les aimants. Les aimants, c'est le matériau de la transition énergétique, puisque toutes les éoliennes, les moteurs électriques, ont plein d'aimants. Un aimant, c'est fait avec une terre rare qui s'appelle le néodyme, qui n'est produit qu'en Chine aujourd'hui, en tout cas qui n'est raffiné qu'en Chine. Le problème, le truc dommage, c'est que le néodyme, ça vaut rien. En gros, la Chine exporte pour que dalle. Donc un aimant, ça vaut pas cher. On a aujourd'hui une boîte qui est à Grenoble, qui marche déjà, qui produit des aimants à partir des aimants. Donc, qui fait des aimants recyclés. Aujourd'hui, on les recycle pas. Les aimants, quand ils marchent plus, on les jette, puis voilà. Qui fait des aimants recyclés. C'est question, aujourd'hui, leurs aimants recyclés, ils valent 6 fois le prix d'un aimant neuf. Est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on n'investit pas? Alors, nous, on a fait le choix, in fine, de pas investir. Parce qu'on s'est dit, à 6 fois le prix, ça marche pas. Mais peut-être que dans un an, la Chine, elle va vendre le néodyme 10 fois plus cher parce qu'ils vont dire, attendez, comme on est les seuls producteurs, ça suffit. Et qu'on se dira, merde, on aurait dû investir. Voilà. Mais aujourd'hui, on a décidé de pas le faire. Parce qu'en effet, on se dit, quand on est 6 fois plus cher, on est propre, mais on est 6 fois plus cher, on va pas y arriver. Mais sur plein d'autres trucs, on arrive à faire des investissements. Donc, sur plein d'autres trucs, là, on a investi dans un truc qui fait un isolant thermique qui est beaucoup moins cher que les meilleurs isolants thermiques qu'on a aujourd'hui, qui en plus est fait uniquement à partir de matières recyclées. Voilà, lui, pour le coup, il a un bon avenir. Parce que non seulement il est moins cher, il isole mieux, mais en plus, il respectera toutes les normes qui font que, aujourd'hui, un Saint-Gobain ou un Bouygues, quand il construit un immeuble, il fait un bilan CO2 de l'immeuble global avec tous les matériaux, et donc ça se répercute en dessous. Donc si on a un matériau qui est pas plus cher que les autres, mais qui en plus a un bilan CO2 et autres bien mieux, forcément il va être pris. Et puis, je jette sur la table un autre acronyme parce qu'on n'en a pas eu assez ce soir, c'est le CBAM, vous connaissez? Le Cross Border Adjustment Mechanism. Donc, dans les différentes pièces du puzzle européen, il y a d'ores et déjà l'obligation pour ceux qui importent un certain nombre de matières très carbonées comme l'acier ou le ciment en Europe, le fait de reporter sur ce carbone impacté. Et l'étape d'après, c'est de mettre des taxes. Donc après, toute la question, c'est est-ce que les taxes, elles sont au niveau suffisant pour aller faire en sorte que la concurrence loyale soit réalisée? Mais néanmoins, il y a cette logique-là qui existe déjà. De la même façon, on peut, il y a sur l'aspect déforestation, il y a la EUDR, la EU Deforestation Regulation. Enfin, il y a cette logique. L'Europe est en train d'être un peu moins naïve et de mettre en place ces systèmes de régulation pour faire en sorte que on s'y retrouve en termes de compétitivité. Et je mentionne que les entreprises non européennes ayant un chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne supérieur à 150 millions d'euros vont être soumises à la CSRD à terme aussi. J'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que j'ai un peu de temps pour la poser encore ou pas? Oui. Oui, ma question, c'est en tant qu'entrepreneur PME, Jacques, bonsoir à tous et à toutes. Quels conseils méthodiques pourrait-on proposer aux PME qui veulent se lancer dans la CSRD? Sans parler d'outils, comme vous l'avez fait, mais vraiment des méthodes. Quelle est la méthode? La méthode, c'est de commencer par faire comme ce que font les grands, c'est les grands groupes et les ETI, c'est-à-dire se poser la question de cette double matérialité. Donc c'est très simple. Moi, je peux vous envoyer mon point de vue. Là, vous avez des tableaux avec les 12 SRS, avec des catégories, et vous coloriez. Vous dites, bon, en fait, ce truc-là, dans mon métier à moi,
c'est évidemment matériel. Matériel dans les deux sens, en termes de matérialité financière et matérialité d'impact. Donc, par exemple, bah, moi, en fait, sur l'économie circulaire, l'utilisation de ressources et de matières, c'est très important. La minimisation des déchets, c'est très important. Et je vais aller regarder ce que la CSRD définit comme indicateur. Et je vais pouvoir m'inspirer de ça pour au lieu de réinventer la roue et d'imaginer quelque chose, bah, je vais essayer de mettre en place cet indicateur-là. Et puis, donc voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très pratico-pratique et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour aller faire ce travail-là. Tout est sur la table. L'EFRAG a un fichier Excel avec ses 1178 indicateurs, toutes les définitions précises. Et allez-y, faites votre marché de ce qui fait du sens pour vous, pour vos business. Moi, c'est le premier truc. Deuxième chose, je vous dis, allez tout de suite regarder des outils de la place quoi, sur le marché. Il y a des petits outils qui vous permettent, sur le bilan carbone et sur ces indicateurs-là, de permettre de gagner du temps en fait et de pas allez cellule 1 A1 d'Excel, je vais me mettre ma formule de tel indicateur dont j'ai la définition. Ben en fait. Jacques, vous savez ce que c'est les ESRS? Oui. D'accord. Non, c'est juste pour être sûr. Oui, c'est les référentiels, c'est les. Oui. Non, mais c'était juste pour être sûr qu'on soit sur Ouais, le mais même. c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est bon, on se pose la question, puis après on va chercher les documents de l'ESRS, c'est ça? Oui, voilà. Et vous pouvez télécharger le fichier Excel de l'EFRAG qui définit toute la liste d'indicateurs par ESRS sur le ESRS E1, changement climatique, E2, pollution, E3, déchets, etc., etc. S, voilà. D'accord. Et on est obligé d'en prendre combien dedans? Alors, ça c'est quelque chose de très important parce que il y en a plein qui disent non mais alors l'Europe nous a obligés à reporter sur 1178 indicateurs. Ça n'est pas du tout vrai. En fait, l'Europe a défini le champ du possible des indicateurs pertinents sur lequel, si je suis dans telle entreprise ou telle autre, bah en fait, ça peut avoir du sens pour moi et je vais avoir la même définition que mon compétiteur. Comme ça, on va pouvoir se comparer pour de vrai cette fois-ci. Mais l'exercice de double matérialité consiste justement à faire le filtre, à prioriser entre ce qui est à très fort impact et très forte opportunité pour moi. Et puis après, moi, j'ai une marge de manœuvre fantastique. C'est moi qui fixe le seuil de matérialité. L'Europe a dit, vous avez une obligation, c'est d'expliquer comment vous définissez ce qui est important pour vous, ce qui n'est pas important pour vous et quel seuil vous vous mettez. Donc, ce que je dis à mes clients sans arrêt, qui sont affolés par ces nombres d'indicateurs, c'est de dire, année 1, si vous placez de 1 à 4 votre matérialité, votre niveau d'importance sur les indicateurs, bah, vous pouvez juste dire, année 1, je vais reporter que ce qui est sur 4 sur 4. Je commence par, et puis je regarde par rapport à ce que je fais déjà dans mon entreprise, parce que comme Marc, tu disais, les PME, généralement, ont déjà mis deux, trois choses sous contrôle. Ça se trouve, j'ai 50% ou 70% de ces indicateurs-là de niveau 4, qui est, voilà. Et je peux, peut-être année 2, année 3, dire, bah, je vais aller regarder aussi ce qui est du niveau 3 d'importance. Voilà. Donc, ce seuil de matériel. Donc, moi, sincèrement, je trouve qu'on a quand même les choses, les moyens d'être extrêmement pragmatiques et flexible. On a, en tant que patron, vous avez ce seuil de matérialité qui est à votre main. Dernière question, oui. Toutes les entreprises, y compris les PME, peuvent être affiliées à un syndicat professionnel correspondant à leur métier. Est-ce que vous savez si les syndicats professionnels se sont interrogés sur ce genre de choses et ont commencé à mettre en place des guidelines pour leurs affiliés? À minima des formations, des sujets, voilà. Donc je vais citer le GIFAS par exemple, et il y a un certain nombre de groupes de travail et de formation. Après, je saurais pas vous dire au-delà de, enfin, quels sont je vois pas l'autre. J'ai pas d'exemple en tête sur autre que pour le moment cette première étape qui est partage d'expérience et de formation. Il y a des gens du bâtiment, du second œuvre du bâtiment, il y a la mécanique, il y a le syndicat professionnel, la chimie. J'imagine que ces gens-là, en tant que syndicat professionnel, ils sont pour la sauvegarde de
leurs affiliés, et que donc ils doivent les aider d'une manière ou d'une autre, y compris sur ces aspects-là. Je vous dis, un minima sur partage d'expérience et formation, ça c'est sûr. Alors, avant que je laisse le président conclure, est-ce que vous pouvez juste nous dire en un mot à quoi se résume pour vous cette nouvelle réglementation, ces opportunités et votre espoir en fait sur la suite? Alors, moi j'avais envie moi j'ai une citation qui me tient à cœur quand je parle de transformation durable, parce que de temps en temps il faut se motiver un peu. C'est une citation du père de l'Europe qui s'appelle Jean Monnet, qui dit: je ne suis pas optimiste, je suis déterminé. Voilà. Merci. Bien après ça, vas-y. C'est dur pour moi là maintenant. Non mais j'ai pas de citation, non mais on est simplement. On a vécu les 20 dernières années, moi je suis dans les cycles d'innovation, ça fait 20 ans que je suis dans l'innovation. On a eu la transformation digitale, qui a été d'énormes transformations. Voilà, Uber, Airbnb, ça a changé beaucoup nos économies. Là, pour maintenant et probablement les cycles d'innovation, c'est pas des cycles qui durent 5 ans, donc c'est un grand cycle. On va être sur plutôt la transformation durable. Je pense que c'est une vraie transformation qui va être, parce que le réchauffement climatique est là, je pense qu'il n'y a pas de débat, et donc de toute façon ça va changer les choses. Donc la réglementation, elle pousse tout le monde à aller dans une certaine direction. Moi, ce que j'espère, c'est que cette réglementation, elle soit pas trop lourde pour que du coup on y aille quand même sans qu'on soit mort avant d'avoir réussi à y être arrivé. Mais de fait, elle pousse quand même à aller dans la bonne direction. Et une bonne direction qui est une direction pour la planète déjà, mais aussi pour la souveraineté de l'Europe. C'est les deux allant un peu ensemble pour nous. Ouais. Merci beaucoup. Frédéric. Tu devais les remercier, mais je vais le faire du coup. Pardonnez-moi. Merci infiniment d'être cadré. Merci beaucoup. Moi, je trouve que la conclusion sur Jean Monnet est très parlante, et celle sur la transformation aussi. Donc, dans les deux cas, en fait, je merci beaucoup pour votre intervention qui a été à la fois d'expérience et en même temps qui nous a donné quand même, qui nous a recadré de manière, j'ai envie de vous dire, claire, quels étaient les enjeux, mais aussi les marges de manœuvre. Et ça, c'est important pour la respiration des PME. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Frédéric. À mon tour, merci à nos deux intervenants de nous avoir un peu éclairés sur ces enjeux. Moi, je n'ai pas la capacité à citer Jean Monnet, mais je pense simplement à mes enfants. Et c'est une force de rappel, une courroie de rappel extraordinaire aujourd'hui, de toute façon, parce qu'eux, ils choisissent clairement leur boîte en fonction des perspectives qui leur sont offertes de préserver la planète. Donc, c'est pas la moitié d'un choix, c'est un vrai choix de conviction pour eux. Donc, grand merci à vous. Merci, Kaline, d'avoir, au nom de XMP Entrepreneurs et de notre club accompagnement du chef d'entreprise, organisé cette soirée. Et puis, je voudrais remercier la quarantaine de participants qui étaient ici dans cette salle ou à distance. Alors, ceux qui sont dans cette salle, ils ont un gros avantage par rapport à ceux qui sont à distance, c'est qu'ils vont pouvoir rester avec nos intervenants et partager un pot sympa. Mais je voudrais donner surtout rendez-vous à tous dès janvier. Notre prochaine soirée aura lieu le 27 janvier, organisée par notre club des créateurs, sur le thème « Comment recruter son premier commercial ?» Parce que le premier commercial, c'est le patron, le fondateur, le créateur, ça on le sait. Mais quand il faut passer la main, on passe la main au deuxième commercial finalement. Comment recruter son deuxième commercial? Peut-être qu'on pourrait réinviter Thierry, parce qu'elle a l'air d'être au cœur des sujets. En tout cas, voilà cette soirée qui vous attend pour le 27 janvier de notre club des créateurs. Grand merci à tous pour vos participations et puis, ma foi, bon Noël à chacun et chacune.